Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 3 juillet 2017. Je voudrais commencer par remercier une jeune femme musulmane qui m'a écrit en message privé, qui est journaliste d'ailleurs, et qui m'a expliqué que j'avais une mauvaise perception du Coran. Je voudrais d'abord la remercier parce qu'elle a raison. Elle a tout à fait raison et elle a bien exprimé la réalité spirituelle de l'islam. Parce qu'il y en a une, hein, il faut l'admettre. Hein, si on accepte une réalité spirituelle chrétienne ou juive, eh bien il faut accepter la réalité spirituelle musulmane de la même façon. Et elle m'a rappelé les règles principales de purification du corps avant de toucher le Coran. Que je ne faisais pas, bien sûr. Que je ne fais pas, comme la plupart des Occidentaux et une grande partie, à mon avis, des musulmans ne le font pas non plus. Seuls les érudits et les êtres spirituels le font. Rien que pour ça, je voudrais la remercier parce qu'elle a raison, elle a complètement raison et c'est une personne d'une grande spiritualité et vraiment une très belle âme. Et je suis très heureux de cette rencontre. Elle m'a dit dans son courrier, je pense que vous ne l'avez pas lu jusqu'au bout, et elle a raison. Je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, mais surtout je ne l'ai pas lu comme il fallait le lire. Mais peut-être que c'est parce que j'ai des difficultés d'accès à cette spiritualité, même si je la trouve très belle. Peut-être que je suis, comme ce peuple juif, un être à la nuque raide qui refuse de se plier. Mais ça, c'est les Hongrois. Ça, c'est les Hongrois. Ce sont des gens qui sont nés l'épée à la main et un cheval entre les cuisses. Ce sont des guerriers. On est comme ça. On est des insoumis. Et notre peuple a été insoumis tout le temps. Tout le temps, durant la domination autrichienne, durant la domination communiste, enfin, et même bien avant, hein, les, Hongrois d'origine mongole sont des guerriers insoumis. Peut-être que c'est pour ça que j'ai ça dans le sang. Mon père a fait une révolution et il nous a appris certaines règles de morale humaine, celle de se battre pour des valeurs justes, même s'il faut en mourir. Peut-être que c'est ça qui m'empêche d'accéder à cette spiritualité, mais c'est la même pour la religion hébraïque ou la religion catholique, protestante, chrétienne. Même si j'aime la Bible, j'aime beaucoup la Bible. Pour moi, c'est un merveilleux roman d'aventure. J'aimerais bien que les enfants lisent la Bible. J'aimerais bien, oui. Ils découvriraient plein d'histoires, des choses extraordinaires, des règles de morale, des réflexions, peut-être moins rigoureuses. Non, je me trompe. Parce que tous les textes saints sont rigoureux, tous, sans exception. On sait d'ailleurs que le Coran n'a pas été écrit de la main du prophète, puisque le prophète était analphabète. Et saint Matthieu aussi était analphabète, puisque c'est l'ange qui a dicté sa main. Il a dirigé sa main pour écrire son évangile. Bon, passons. Je voulais remercier cette personne pour ça. J'avais dit que je ne vous écrirais pas de texte, mais hier, mon assistante chérie m'a envoyé un document sur M. Macron. Le petit Bokassa. Le petit Bokassa, il a fait encore une citation formidable. Et ça doit être mon côté franco-hongrois, mais
il y a eu une sorte d'émulation intellectuelle subite ce matin, à l'aube. Je me suis levé, je suis mis à mon ordinateur, puis j'ai commencé à... Et puis après, c'est parti. C'est parti tout seul. Ça me rappelle ce que me disait M. Weiss. M. Weiss, c'était mon professeur de philosophie quand j'étais en terminale. Alors j'aimais beaucoup M. Weiss. C'était un homme brillant, brillant. Mais, comme tous les profs de philo, un peu difficile. Mais peu importe, peu importe. Et il nous avait dit un jour, à propos de l'angoisse de la page blanche, que vous avez sans doute là pour le bac, si vous ne savez pas quoi dire, écrivez. Écrivez n'importe quoi, mais écrivez, ça viendra tout seul. Et moi qui ai pris la direction de la littérature depuis une trentaine d'années, j'avoue qu'il avait raison, M. Weiss. Bon, il est décédé depuis longtemps, mais pour moi c'était un homme de grande valeur. Même si parfois il était un peu antisémite, un peu comme ci, un peu comme ça, mais c'était un type remarquable. J'en garde un très bon souvenir. Même si on s'est fâché à la fin de mon année, mais autrement on s'est entendu comme larrons en foire. On s'entendait très bien. Alors je vous ai écrit un texte suite à la citation de Petit Bocassa qui va parler des trains. Il dit, je le cite, « Une gare, c'est un lieu où l'on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. » Putain, le mec, il est fort. Il est vraiment... Les gens qui réussissent, oui, dans une gare, c'est sûr. Parce que pour se payer un billet de train SNCF, aujourd'hui, il faut se lever de bonne heure. Hein. Ah oui. Le mec qui veut faire Strasbourg-Cahors, par exemple, il en a pour 160 euros. 160 euros, ça fait plus de 1000 francs pour faire Strasbourg-Cahors. Alors c'est sûr, on trouve les gens qui réussissent, ouais. On trouve les gens qui ont du pognon. C'est vrai. Et on trouve les gens qui ne sont rien. Ouais. Et qui payent très cher des billets qui ne les valent pas, parce que le service de la SNCF, c'est... c'est très souvent discutable. Vous savez que les trains japonais, les mauvaises années, enregistrent des retards de... 4 secondes. 4 secondes. Et c'est grave. La SNCF, les retards de 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est régulier. Mais on paye plein pot quand même. Ça, c'est un super service. Peu importe. Peu importe. Les chiottes dégueulasses, tout ça, c'est pas de la faute de la SNCF, ça. Ça, c'est de la faute des gens qui tirent pas la chasse, mais ça, c'est des cochons. Ça, c'est pas de la faute de la SNCF. Bon, ça, c'est pas grave. Une gare, c'est un lieu où l'on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Pour Macron, les pauvres sont méprisables, les chômeurs également. Tous ceux qui ne collaborent pas à l'enrichissement de la société sont inutiles. Il leur en fait le reproche avec son coq en pins sur le veston. Non mais vous avez vu le coq rouge là qu'il a sur le veston, il est énorme, énorme. J'ai jamais vu un coq comme ça, moi, c'est le coq sportif. Il se prend pour un grand tennisman. C'est la coupe Davis. Ouais, Davis platiné, ouais. Le coq, c'est le rouge. C'est le sang de la terre, qui passe des ténèbres à la lumière, et qui annonce la résurrection du jour, imposant la défaite des ténèbres. Moi, je crois pas. Je crois que pour Macron, c'est les ténèbres. Et lui, il vit dans le jour,
qu'il veut assombrir comme les ténèbres de la nuit. Chez les Grecs, il est l'attribut d'Hermès. Alors Hermès, le dieu des voleurs et le messager des dieux, et pourtant Macron Minerve, jeu de mots, car il se prend pour un victorieux sans bataille. Il a l'éloquence, mais dénué de sens, parce que le coq a l'éloquence. Mais le coq a un sens. Mais lui, il est dénué de sens. Parce que quand il parle, personne ne comprend rien. Sauf les conneries qu'il dit, là, comme grosses comme lui. Et des conneries de bon bourgeois, ça. Il est infécond et lubrique d'argile. Infécond, bah oui, puisque avec Brigitte, elle n'en a pas d'enfant. Pourquoi donc? Un doute m'habite. Mais, chut, il est lumineux comme la bêtise et l'ignorance. Il impose sa vérité, mais il ne voit pas. Et là, je vais reprendre une citation de l'Évangile. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, donc le Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Alors, à droite, il y a Macron, à gauche, il y a Philippe. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ah oui, ça, on le sait. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait, comme le peuple français. Macron fait des lois, vote des lois, détruit le code du travail, et le peuple crie et vive Macron. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Luc 23. C'est un petit peu ça. Hein. C'est pour ça que j'aime bien les évangiles. Enfin, évangile, oui, si tu veux. Un homme qui porte un coq label rouge, cet animal combattant qui chante son cocorico matinal sur un tas de fumier, est-ce que nous sommes les fumiers? Dont le premier est un boxeur habitué à donner des coups et à arnaquer des Africains au Sahel pour piller leurs richesses naturelles en échange d'un bon coup de pied au cul pour Manu Reva. Une médecin amoureuse de l'argent, le pognon, l'or, il est l'or, monseigneur, et des labos qui souhaitent continuer à les enrichir en mendiant des commissions occultes et ailleurs également, parce qu'on l'a occulte, mais c'est comme la fille qui dit à l'autre, mon mari me fait cocu, ah bon, ben moi il me fait partout, pardon. Un crétin criminel qui se rue chez Bayer en suçant les doigts de pied de son petit maître nègre blanc pour imposer de nouveaux produits phytosanitaires pour empoisonner la population française et ruiner les petites exploitations agricoles si elles s'acharnent à refuser ce progrès infâme de la matrice OGM et du tendre poison glyphosate qui assassine tous les petits et tout le petit peuple des champs, des insectes aux mulots, des abeilles aux marmots, dont les parents s'interrogent, accablés sur la taille minuscule du pénis de leur petit garçon, et des 5 doigts, non, des 6 doigts, bien sûr, et des 6 doigts de leur petite fille hermaphrodite. Il n'est plus temps de jouer à la chatte ou à la souris. Si l'on veut récupérer une humanité saine, il faut prendre et se ligaturer les couilles pour ne pas se les faire couper et aller se foutre sur la gueule de ces salopards qui détruisent notre monde et qui se font élire président sans la moindre compétence factuelle. Alors il faut savoir que les guerriers grecs se ligaturaient les testicules et se les attachaient parce qu'ils allaient se battre nus pour ne pas qu'on leur coupe au combat. C'est pour ça que j'ai fait cette petite allusion. L'inculte petit Bokassa n'en est pas à sa première déclaration solennelle, indiquant son mépris des classes dites inférieures. Mais il apprécie être ce traître. Oh là là, j'ai fait une faute d'orthographe, terrible. Mais il apprécie être ce traître ou ce lâche qui admire le coq pour les mauvaises raisons. Merci. Voilà, on me dérange dans mon travail.
Eh oui, c'était la vidéo. Oui, I'm sorry. Ok. Je reprends. L'inculte petit Bokassa n'en est pas à sa première déclaration solennelle, indiquant son mépris des classes dites inférieures, mais il apprécie être ce traître ou ce lâche qui admire le coq pour les mauvaises raisons, comme l'explique Ovide dans ses Métamorphoses, ouvrez les guillemets. Un jeune homme nommé Alectryon était l'ami de Mars, le dieu Mars, dieu de la guerre. Son compagnon de table et d'ivresse, le confident de ses amours. Toutes les fois que Mars allait voir Vénus, sa maîtresse, il emmenait avec lui Alectryon, et comme il craignait surtout d'être aperçu par le soleil, Apollon, qui n'aurait pas manqué d'avertir Vulcain, le mari donc de Vénus, il laissait le jeune homme en sentinelle à sa porte pour lui annoncer quand paraîtrait le soleil. Un jour, Alectryon s'endort et trahit son mandat sans le vouloir. Le soleil, en tapinois, il aurait pu le suspendre par les tripes, surprend Vénus et Mars qui reposent sans inquiétude, l'un et l'autre enlacés, se fiant à la vigilance évidente d'Alectryon s'il survenait quelqu'un. Puis, il va prévenir Vulcain qui enveloppe les deux amants dans les filets qu'il avait depuis longtemps préparés. Aussitôt après sa délivrance, Mars se met en colère contre Alectryon et pour le punir, le change en oiseau qui porte encore sur la tête l'aigrette de son casque. Depuis ce temps, pour se justifier auprès de Mars, quoique cela soit inutile, le coq chante longtemps avant le lever du soleil pour annoncer qu'il va paraître. Voilà qui est le coq. En fait, le coq, c'est un traître malgré lui. Alors pour Mars, je vais vous amuser un petit peu parce que vous ne le savez certainement pas, mais mon grand ami Daniel, qui était chauffeur de bus, pourra en témoigner. Pendant 10 ans, j'ai accompagné une école en Moselle et je leur ai servi de guide en Italie, de guide culturel. Et j'expliquais ainsi aux enfants l'art sur le motif à des jeunes qui n'étaient pas habitués à cela. Alors il fallait trouver la pédagogie, développer des termes adéquats pour qu'ils puissent comprendre. Ça a été pour moi une très très belle expérience, un grand bonheur d'ailleurs. Je me suis bien amusé, j'ai profité de ces musées italiens, de ces lieux magiques qu'étaient les temples et les églises où j'ai expliqué aux enfants l'art. Saint-Pierre, la Villa la Scuola San Rocco à Venise, où j'ai fait un magnifique exposé pour eux, de sorte que même les touristes français m'ont demandé s'ils pouvaient suivre la conférence. Enfin, ça a été sur 10 ans formidable. Il n'y a eu que 2 voyages où des enfants étaient vraiment insupportables, mal élevés, odieux, comme ça peut arriver. Hein, c'est comme ça, on ne peut pas leur en vouloir. En même temps, les parents ont baissé les bras, donc on ne peut pas s'attendre à avoir de bonnes réactions de certains. Et c'est certainement pas les plus démunis, je vous assure. C'était souvent les petits bourgeois qui étaient les plus insupportables. Enfants gâtés, pourris, enfin, en réaction contre les parents. Enfin, c'est catastrophique, catastrophique. Et je me souviens qu'on était à Rome à visiter une des villas de cette colline. Et il y avait un panthéon romain, donc les dieux romains, alors Vénus, Vulcain, Mars. Et je demandais aux enfants de faire une explication, de me montrer qui était qui. Alors on arrivait à Vénus parce qu'elle était plus ou moins nue, elle était belle, donc on sait que c'était la déesse de l'amour. Vulcain, le dieu du feu, le dieu des forges, qui va créer, qui va forger toutes les armes du monde, dont les armes de Mars, le dieu de la guerre. Et il y a cet homme en armure, avec le casque rutilant, magnifique, et puis qui séduit Vénus, et puis qui est harnaché, armé d'un glaive splendide, enfin bref, et de sandales magiques, ailées, comme celles d'Hermès. Et je demande aux enfants, mais qui est ce personnage? Et les enfants ne savent pas. Et ils ne savent vraiment pas. Je dis, mais regardez, il a les attributs, il a tout pour qu'on le reconnaisse.
Parce qu'en fait, l'histoire de l'art, c'est ça, c'est donner des codes. C'est-à-dire que les personnages sont habillés et sont codés. Et nous, notre travail, c'est de décoder. C'est de vous dire, ben voilà, vous avez tel personnage ici, tel personnage là. Et c'est ça qui est extraordinaire. On est dans un univers métaphorique. Ah, je vous encourage de voir ce film magnifique, Il Postino. Il y a une scène avec les métaphores. Cosa hai detto à tua figlia? Qu'est-ce qu'il a dit à ta fille? Métaphori. Métaphori. Qu'est-ce qu'il a dit à ta fille pour la rendre dans cet état? Il a dit des métaphores. Elle ne sait pas ce que c'est. C'est très très drôle. C'est d'une sensibilité, d'une poésie magnifique ce film. Et donc les enfants ne sachant pas, malgré tous les détails qui s'offraient à eux, eh bien, je leur dis, il s'agit d'un dieu qui s'appelle Mars. Mais Mars, ça ne leur avait rien dit, parce qu'ils ne l'avaient pas appris en cours. Alors je dis, mais Mars, mais bien sûr que vous le connaissez tous, Mars. Et là, j'ai les enfants qui lèvent le doigt, qui s'excitent et qui disent « Moi, monsieur, moi, monsieur, moi, monsieur ». Puis il y avait un petit tout devant qui disait pas grand-chose, alors je lui ai donné la parole, parce que pour une fois qu'il savait, il fallait l'encourager. Et alors il me dit « Moi, monsieur, moi, je sais, moi, je sais ». Alors je dis « Oui, dis-moi, qui est le dieu Mars ?» Et il me dit avec un air extrêmement sérieux « Mars, c'est le dieu du chocolat !» Fou rire général, ceux qui parlaient français ont éclaté de rire, les touristes français qui étaient là ont éclaté de rire, moi j'ai éclaté de rire, enfin ça a été une hilarité générale, c'était un bonheur de rire de cette façon. Et j'ai dit à cet enfant, mais tu as raison, Mars c'est le dieu du chocolat, mais tu dois savoir aussi que Mars est le dieu de la guerre. Désormais vous saurez tous que le dieu du chocolat, c'est aussi le dieu de la guerre. Et comme ça, les enfants ont retenu qui était le dieu Mars dans le panthéon romain. Je pourrais vous en raconter beaucoup d'autres comme de ce genre, mais on va continuer sur l'odieux petit Bokassa. Alors pourquoi les Français assistent-ils si impuissants au délitement de la démocratie par un coq escroc? Ancien conseiller de saucisse, vous savez, ministre de l'économie, et qui découvre tout à coup, grâce à la Cour des comptes, qu'il manque 8 milliards d'euros dans les caisses de l'État de fumier. Le mec, il est conseiller financier économique chez Hollande. Hein, c'est lui qui va conseiller saucisse. Ok? On est d'accord. Hein. Ensuite, il est mis ministre de l'économie. Pendant qu'il est ministre de l'économie, il va faire un cadeau de 900 millions à Xavier Niel, à Patrick Drahi, à tous ses copains, à Bouygues, à tout le monde. Il fait des cadeaux à tout le monde, sauf aux Français. Et après, il s'aperçoit que, ben mince, les gars, il manque 8 milliards d'euros dans les caisses du Trésor français. Oh, mais je ne savais pas, moi. Alors, Macron, soit t'es un con, c'est vraiment un con, t'es vraiment un imbécile de première catégorie, soit t'es un super menteur, t'es un manipulateur, t'es un escroc, soit, je sais pas ce que t'es, mais t'es pas beau à voir, ni à avoir. Ainsi, cette découverte embarrassante pousse donc Petit Bokassa à revenir sur toutes ses promesses de candidat. Je vous ai tout promis, je vais tout reprendre, j'ai tout repris. Il va revenir sur toutes ses promesses de campagne pour pratiquer de monstrueuses réformes à un rythme effréné, allant à l'encontre de sa propre parole, ce qui nous indique à nouveau que le coquelet n'en a aucune et ne sait pas davantage tenir sa langue que sa joie perverse d'enfant à trahir parents, citoyens et amis. Alors il semblerait qu'il y aurait peut-être 10 millions, je trouve que c'est un chiffre un peu fort, 10 millions de Français qui auraient voté pour ce coq. Eh ben,
ces 10 millions vont se prendre ça dans le fion parce qu'ils ont élu un traître et un menteur. Mais on le savait, nous. On vous l'avait dit, mais on ne nous a pas entendus. L'exécutif souhaite un assouplissement du droit du travail afin de lutter contre le chômage. Je vais répéter cette phrase parce que c'est quelque chose qui me rend quelque peu hilar. L'exécutif, c'est-à-dire la bande à Macron, enfin il n'y a même plus de bande à Macron, vous avez remarqué, hein. Quelque part il a donné un coup de pied au derrière à son Premier ministre pour dire « c'est moi le patron, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, je décide tout et je ne veux plus avoir affaire au Parlement. En fait le Parlement, je l'emmerde. » On se demande pourquoi on a voté dernièrement. L'exécutif souhaite un assouplissement du droit du travail afin de lutter contre le chômage. C'est formidable ça. Ils ont tous promis de lutter contre le chômage. Ils ont tous favorisé les riches se sont enrichis, les grandes entreprises se sont enrichies à milliards, mais le chômage a continué. Ça fait depuis Mitterrand, allez, depuis Giscard que ça a commencé. Puis après, ça n'a pas cessé d'augmenter. Il n'y en a pas un qui a baissé la courbe du chômage. Pas un. Et ce n'est pas la peine de radier les gens de la NPE, enfin de Pôle emploi. Hein, c'est plutôt le pôle Nord, le pôle, c'est l'Antarctique emploi. Parce que ce n'est pas eux qui vont donner du travail. Hein. Ça, vous pouvez en être certain. Hein. Ça, je trouve ça extraordinaire. Hein. Ça, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Hein. Ça ne sert à rien. Formation bidon, on va favoriser des organismes de formation escrocs, enfin, c'est extraordinaire, ça, je dois dire que ils sont très très forts pour jeter l'argent du contribuable, puis après ils veulent faire des économies. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Absolument, la bonne blague. Le coq dominateur qui n'entend rien au travail, car il ne sait pas ce que c'est, le pistonné, qui apprécie tant les soirées coquines à se faire ramoner le fion tout en ramonant celui d'un autre. C'est sa manière de travailler et de réussir. La preuve entre Uranus et Saint-Pierre le Berger, le gardien des clés du pouvoir ou de ne pas pouvoir, l'enfilement des perles de Gaïcha se fait dans son fondement sans la moindre difficulté pour ce coq qui n'apprécie ou qui apprécie de pédaler sans la selle en allant voter, tout en se faisant ramoner par tout un bataillon de hussards sur le toit de la garnison élyséenne. Élisez-moi, vous vous souvenez ça? Pierre Grocola, c'était sympa ça. Élisez-moi, on est très bien comme ça. C'est qu'il doit penser ce qu'il dit, le petit Macron, le petit Bokassa, et dire ce qu'il pense. Une gare, c'est un lieu où l'on croise les gens qui réussissent, et les gens qui ne sont rien du tout. Et ceux qui réussissent sont ceux qui, comme lui, se font fourrer pour fourrer ensuite, et ceux qui ne partoussent pas comme les autres sont les idiots de service qui n'ont pas su profiter de ces opportunités. Et ça, je peux le confirmer. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé à la télévision il y a de longues années, et on ne réussissait que comme ça. Ceux qui réussissent sont ceux qui, comme lui, se font fourrer pour fourrer ensuite. Et ceux qui ne partoussent pas comme les autres sont les idiots de service qui n'ont pas su profiter des opportunités. C'est exactement cela. Alors je pense qu'on devrait monter une association de gens qui ne se sont pas fait fourrer, qui se retrouvent au chômage, qui ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils ont une colonne vertébrale, parce qu'ils sont sincères, parce qu'ils sont droits, parce qu'ils sont honnêtes. On va peut-être fonder un parti politique de gens honnêtes et foutre à la porte toutes ces espèces d'ordures, de fumiers, de voyous, de menteurs, ceux qui abusent de la confiance du peuple. Je pense qu'il serait temps de faire ça. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il terminera son mandat. Petit Bokassa. Dois-je rappeler à ce petit tyran de pacotille? D'ailleurs, vous l'avez vu quand il se présente dans des défilés. Il est fermé comme une huître, mais fermé comme une huître. À mon avis, tous ses orifices sont pincés comme ça. Il fait le méchant, il fait le sévère, alors qu'en fait, il n'est rien du tout.
Vous savez, c'est comme les enfants là qui font la gueule, ils font comme ça. Et bien lui, c'est pareil. C'est un gosse, sale gosse. Sale gosse gâté. Dois-je rappeler à ce petit tyran de pacotille que les grands peintres de nos musées nationaux étaient les gens qui ne sont rien. Et qu'ils sont tous, mais vraiment tous à présent, à titre posthume bien sûr, devrions... Ah, je ne l'ai pas noté ça. Et qu'ils sont tous, à présent, à titre posthume, dans tous ces musées, à faire la gloire nationale de ce pays qui leur a chié dessus pendant des années. Donc, ce que je veux dire par là, que ces gens qui ne sont rien, pour des gens comme Macron, qui ne vivent que par l'argent, que pour l'argent. D'ailleurs, si c'était un homme honnête, il nous dirait tout l'argent qu'il a planqué dans les paradis fiscaux. Ça, on le sait, ça a été publié, hein, sauf que ça n'a pas été publié vers la masse, celle qui croit encore que c'est un honnête homme. Donc tous ces artistes qui n'avaient rien, qui vivaient de rien, sont aujourd'hui les grandes stars de notre pays. On ne se souvient plus des hommes politiques d'il y a 100 ans. Très peu. Clémenceau, bien sûr. Quelques politiques, mais comme ça, au hasard. Mais on se souvient du trio, on se souvient de Giacometti, Modigliani, Braque, Picasso, Van Gogh, Monet, Manet, Seurat, Signac, Degas. On se souvient de tous ces gens-là. Bon, Degas était riche. C'est un des rares... Comme Caillebotte était riche aussi, il était banquier. On se souvient, mais la plupart d'entre eux étaient très pauvres. Ils vivaient dans la misère avant d'être reconnus. Donc, je voudrais te dire quelque chose, petit Bokassa. Tu sais, avant d'être reconnus, les gens de valeur vivent dans la pauvreté et dans la misère. Et c'est pas grâce à des gens comme toi qu'ils arrivent à s'en sortir. Je te le dis tout de go, parce que tu dis que des conneries. À tel point que ton service de communication a corrigé ta petite phrase, ton petit écart. Tu sais, comme s'il fallait te pardonner. Paf! C'est ça le pardon qu'on devrait t'accorder. Une bonne paire de claques. Parce que tu es un personnage honteux et méprisant. Moi, je n'ai aucun respect pour l'homme que tu es, et encore moins pour le pseudo-président que tu crois représenter. Devrions-nous y ajouter les poètes, les écrivains, les philosophes? Petit Bokassa, hein? Ces gens qui ne sont rien, mais qui font rêver par leurs textes sublimes. Combien il a été persécuté, Baudelaire? Tu ne le sais pas. Oscar Wilde a été mis en prison parce qu'il était homosexuel. Enfin, tous ces gens qui ne sont rien sont les référents des gens que tu es aujourd'hui. Il faudrait lui rappeler également qu'il y a certainement moins de femmes illettrées que d'hommes, comme il nous l'a affirmé en 2014. Je ne sais pas d'où tu vas sortir tes références, mais faut-il bête à manger du foin, ou vivre encore dans une France du XIXe siècle pour ne pas connaître la réalité sociale de son propre pays? Mais il vit tellement dans le XIXe siècle, ce Macron, qu'en fait, il veut remettre les lois du travail du XIXe siècle. Mais là, ouvriers, syndicalistes, il va falloir vraiment prendre vos couilles dans vos mains, là, et vous battre, hein, parce que sinon c'est fini pour vous. Fini. Sa notion de réussite sociale est la représentation de l'illusoire bêtise crasse d'un bourgeois crétin prétentieux que des millions d'imbéciles ont mis au pouvoir, sans savoir qu'il était cet immondice que nous découvrons au quotidien. Et si par malheur je devais marcher dessus, je suis certain que cela ne me porterait pas bonheur. Macron, c'est l'absolu mépris bourgeois de la pauvreté. Je reprends cette phrase. Macron, c'est l'absolu mépris bourgeois de la pauvreté. Le gouvernement Philippe n'est plus qu'une illusion avec laquelle Petit Bokassa s'est hissé sur les marches du pouvoir. Ce petit homme qui se prend pour un coq Christ, Jésus,
Alors qu'il n'est qu'un clown triste, lui, le Christ soleil, laissez-moi rire. Nous sommes sur la piste aux étoiles sur laquelle il tire à boulets rouges, rouge du sang de la République, rouge du sang des citoyens, qui versent des larmes de sang face à la cruauté de cet enfant gâté, comme les chicots descendants, toujours l'objet du mépris des infamants tricheurs. Son flambi dégoulinant méprisait les pauvres, et il a mis en place un autre qui les méprise d'autant. Et quand on pense que ce sont les pauvres et les classes moyennes qui l'ont mis au pouvoir, mais c'est à pleurer, à pleurer. Souviens-toi, citoyen, souviens-toi, comme cette jeune folle au grain d'avoine attendait que le coq picore ses grains plus que celui des autres pour lui garantir le mariage avec la mort. Eh bien, cette promesse sera tenue de la part de l'escroc. La mort de la France est désormais établie, elle est programmée par un petit bocassa qui achèvera son mandat, la tête en haut d'une pique, les couilles qu'il n'a pas, dans un bocal à cornichons. Nous vivons une époque formidable. Voilà. Je vous remercie d'avoir eu la gentillesse d'écouter cette satire icône sur le destin de notre pays, triste pays, à la tête duquel un escroc infamant est en place, un escroc plein de mépris pour ce peuple qu'il prétend le sien. Mais j'aimerais simplement lui rappeler qu'il n'est pas le président de ce peuple, car il ne le mérite pas. Salut.